Les jeudis de l'Iliade. Mais je vais commencer sur une phrase qu'un ami m'a envoyée, que je trouve assez récente, qui n'a pas directement lien avec Barès. Voilà, un apéro démontage de vélo en non-mixité, femmes et trans, a été organisé à Gap en décembre 2019. Voilà. Pourquoi je commence là-dessus? Parce que, en effet, Monterland en 1927 disait que Barès s'éloigne. Avec d'ailleurs une certaine mauvaise foi, il est revenu sur cette phrase méchante par la suite. Et en effet, tout notre monde aujourd'hui semble s'éloigner de Barès. En début des années 20, j'ai trouvé ça dans le merveilleux journal de l'Abbé Ligné, une femme d'esprit, il y en avait beaucoup au XXe siècle, confiée donc à cet abbé Ligné, Barès commet la faute d'élever son buste dans des endroits qui ne seront bientôt plus desservis. Et en effet, les endroits, les lieux, les domaines, les royaumes spirituels et intellectuels, où Barès avait dressé son buste, où il s'était porté, ne sont plus vraiment fréquentés aujourd'hui et n'ont plus été fréquentés depuis de longues années. Quand j'entends royaume spirituel, je pense évidemment à sa chère Lorraine, au Rhin, à la terre et les morts, à son exploration attentive et profonde du moi, dont on verra d'ailleurs qu'elle n'est pas une exploration individualiste, à cette méditation sur le destin de la France, sur la décadence, et à ce dialogue permanent entre son âme païenne et l'âme chrétienne, et les âmes chrétiennes de la France. Tout cela paraît en effet bien désuet aujourd'hui, bien désaffecté. Pour beaucoup, Barès, c'est un peu une vieille statue 1900 qu'on visite, mais voilà, qui est un peu réservée aux amateurs de musées. Et c'est bien dommage. L'auteur des Déracinés mérite certes toujours de figurer dans certaines anthologies littéraires et dans certains manuels. Ils ont réédité le fameux La Gare des Michards, il y a quelques extraits de Barès. Il y a eu quand même des biographies récemment, on en reparlera tout à l'heure. Mais ce grand auteur, qui fut un des maîtres de la jeunesse pendant longtemps, un des princes de la jeunesse, ne semble plus inspiré et ne semble plus parler aux intelligences. Je pense qu'il y a une chose aussi qui explique cet éloignement de Barès, c'est aussi malheureusement une certaine tradition romantique un peu infantile qui nous fait considérer que le grand écrivain doit forcément être un maudit, un peu souffreteux, un homme qui tremble de malédiction et qui meurt sur un galetas ou dans le Harar. Et c'est vrai que Barès, de ce point de vue-là, est très éloigné du maudit, puisque à son époque, il est académicien, il est député, il est un des ténors presque officiels du patriotisme. Pourtant, faut-il le rappeler, jusque dans les années 50, mais disons même jusque dans les années 30, pour être un peu plus pessimiste, Barès fut vraiment considéré comme l'influence majeure de la littérature française. Et moi j'aime beaucoup cette phrase de Dostoïevski qui, parlant de la littérature russe de son temps, dit « Nous sortons tous du manteau de Gogol », donc de la fameuse nouvelle de Pétersbourg. Disant cela, il dit qu'au fond Gogol est la source de toute la littérature russe, que ce soit Dostoïevski, Leskov, Tolstoï, ils sortent tous du manteau de Gogol. Et on peut dire qu'en effet, tous les écrivains du XXe siècle que nous chérissons, que ce soit à gauche Mauriac, Aragon, Paul Nizan, ou à droite Monterland, Rieux-La Rochelle, Brasillac même, tous sont des Barésiens et se sont confrontés à Barès, y compris Gide qui a un rapport assez à la fois de rejet de Barès et en même temps de fascination parce que c'est le maître auquel on se confronte. Barès aimait parler de Napoléon en parlant c'est un professeur d'énergie. Je pense que Barès, pour cette génération et même pour certains de ses contemporains, je vais vous lire à l'instant d'ailleurs un passage d'un très beau texte, un peu méconnu d'ailleurs, de Charles Maurras, qui s'appelle « Maître et témoin de ma vie d'esprit », où il évoque Barès, Mistral, Anatole France, Verlaine, Moréas, etc. Barès d'abord apparaît, je vais refaire quelques rappels biographiques, mais apparaît comme un maître de tenue, comme d'ailleurs, puisque l'Institut Iliade a été fondé sous les auspices quand même de Dominique Vénère, il y a cet aspect-là aussi chez Barès, quelqu'un qui élève. Et justement, pour illustrer cela, je vais citer ce passage du texte que Maurras consacre à Barès, où il explique tout d'un coup pourquoi cette influence a été si importante en cette période, nous le verrons aussi, où la littérature française, on est dans un esprit très fin de siècle, il y a une sorte de hantise de la décadence, et tout d'un coup Barès apparaît. Maurras écrit
Pardon, excusez-moi. L'influence de Maurice Barrès détermina tout de suite un retour du moral sur le physique. L'élément supérieur reprit la notion de ses droits au commandement. Dans le moral, il y a le mental. L'intelligence rentra dans l'art, l'art d'écrire revint au cercle des arts libéraux, et les lettres humaines recommencèrent d'être perçues pour ce qu'il y a de supérieur dans la vie de l'homme. Bien que Renan et Taine n'eussent pas fait de romans, on voulut bien s'apercevoir qu'ils étaient de grands artistes, etc. C'est important dans cette phrase, de ce passage assez court de Maurras, c'est que, voilà, Barrès est un homme qui à ce moment-là va prendre, en tout cas pour Maurras, va reprendre au sérieux la littérature et va montrer qu'au sein de la littérature, les grandes questions, qu'elles soient d'ailleurs spirituelles, nationales ou politiques, peuvent se poser. Puisqu'on a tendance parfois à penser que le jeune Barrès est un dilettante, alors qu'à mon avis, c'est un homme qui s'engage dans la littérature très fortement et très sérieusement. J'aime tellement ce texte de Maurras que je vais vous refaire une citation, parce que, toujours sur cet aspect de Barrès, maître de tenue, je vais la retrouver, excusez-moi, un petit instant. Tout de suite. C'est la première rencontre de Maurras avec Barrès, et ce texte est important, me semble-t-il. Voilà. Je traversais alors une petite crise qu'il est difficile de définir, c'est Maurras qui parle. La délicieuse brousse parisienne, les franchises sans limite de ce vaste désert d'hommes, le contact d'un certain nombre d'étudiants, de jeunes journalistes et de petits rapins, les uns mes compatriotes, les autres amis de mon frère, avaient fini par me communiquer pour quelques saisons d'assez mauvaises habitudes de langage et de tenue. Un débraillé de brutalisme bohème qui permettait de me libérer des anciens plis de l'éducation. Jusqu'où cela est-il allé ? Je ne sais. Or, nous suivions, Barrès et moi, la pente des rues qui conduisent à Notre-Dame-de-Lorette. Soudain, il fit un mouvement, se redressa, le dos au mur, en s'effaçant devant une dame qu'il ne connaissait évidemment pas. Ni très jeune, ni très jolie, ni très élégante, une dame pourtant. Mon compagnon faisait ce qu'on m'avait appris à faire, ce que j'avais toujours fait et que j'étais en train d'oublier. Ainsi le rappris instantanément. La fierté, la délicatesse et le goût que la personne de ce Barrès rayonnait me ramenaient ainsi vers le climat natal, et je lui en vouai ma reconnaissance secrète. C'en fut fini du mauvais ton pour lequel je m'étais encanaillé un peu de temps. Et Maurras n'est pas le seul à avoir ce type de témoignage. C'est que Barrès, par sa seule apparence, par sa seule manière d'être, il y a des très belles choses aussi dans la rencontre avec Barrès de Mauriac. Tout de suite, on a envie de se redresser quand on est devant Barrès. Alors, quelques petits, orientations biographiques. Barrès est né à Charmes en 1862, donc c'est un homme des frontières. Il est tout de suite très attaché à la Lorraine, même s'il a aussi des origines auvergnates, je crois, du côté de sa mère. Milieu petit bourgeois, son père est receveur des impôts à Charmes. Il évolue dans un milieu assez médiocre au début, il le dit lui-même. Il est placé dans un pensionnat catholique où il s'ennuie beaucoup. Il souffre de sa différence, puisque les élèves, et Dieu sait si les enfants et les adolescents peuvent être méchants, l'appellent le corbeau. Il a ses cheveux très bruns, ce ton un peu espagnol, ce teint un peu espagnol qu'il a gardé. Il y a un côté un peu hidalgo chez Barrès. Et la grande rencontre, le premier fait important de sa vie, c'est cette expérience de la guerre de 1870 qui, à mon avis, va orienter son sentiment patriotique. Il le raconte dans ses carnets, dans ses mémoires qu'il écrit à la fin de sa vie, vers 1922, puisque Barrès meurt en 1923. Et je vous le lis parce que ça permet aussi de voir que le nationalisme barrésien a aussi ses limites. Peut-être, nous le verrons par la suite, je ferai un petit commentaire après. La nouvelle de la déclaration de la guerre est associée pour moi aux griseries des soirées d'été, dans une campagne mélancolique où chantaient des grenouilles. On me donna des images éclatantes où des turcos et des mitrailleurs épouvantaient des Prussiens ridicules. Dans ma petite ville, tous les soirs, des voix dont je sens encore le vin et la crapule criaient « À Berlin !» Puis j'allais dans une bousculade et une chaleur terrible, porter du vin, du café froid, aux trains incessants qui emmenaient des milliers et des milliers d'êtres jeunes et sains et trop gais vers la frontière. Ces spectacles sinistres et grandioses me remplissaient d'une douleur immense. Chaque jour aussi, on arrêtait des espions suppliants, souillés et demi-assommés. Je crus longtemps que nous étions vainqueurs et je voyais le petit prince courir sur les champs de bataille et ramasser les balles. Comme nous allions nous mettre à table, on apprit Sedan. Et l'empereur prisonnier, et dans le grand silence qu'on fit, il me sembla que j'étais perdu. Je vis ensuite pendant 24 heures défiler le troupeau pêle-mêle qu'on appelait la retraite du général Failly. Je me rappelle comment il couchait dans la boue,
jetaient leurs armes, ces soldats, et que quelques-uns pleuraient de froid et de misère. Cette journée-là reste comme les assises de mon sentiment de la patrie. J'aime la France, non pas pour sa belle histoire et son charme, peut-être lui préférerais-je l'Italie, mais pour ces inconnus que j'ai vus avilis et rangés comme des animaux au bord d'une route affreuse de neige, tandis que des brutes enveloppées de fourrure ricanaient et offensaient en eux la dignité humaine. On n'aime rien tant que ceux qu'on a vus humiliés. Ce n'est pas tant la France applumée, la France un peu fanfaronne que j'ai près du cœur, mais d'avoir vu ceux qui parlaient ma langue, traités comme des bêtes par des insolents. Cela, chaque fois que j'y pense, me fait le vrai frère du plus misérable d'entre nous. On pourrait commenter ce texte en disant que Barrès a une conception peut-être un peu souffreteuse de la France. Il souffre avec son pays, il n'aime la France que quand elle semble avilie et vaincue. Moi, je trouve que ce texte a des résonances très actuelles. On rencontre beaucoup de jeunes gens ou de jeunes filles qui par, il faut bien le dire, l'humiliation parfois de notre peuple et des Français de souche, peuvent retrouver un sentiment patriotique. Il y a chez Barrès, c'est pour ça que dans la présentation, François Bousquet dit que Les Déracinés, nous y reviendrons évidemment, puisque le sujet principal est un roman identitaire, au sens où identitaire, il y a quelque chose de la réaction identitaire. On n'est pas identitaire quand tout va bien, quand le pays n'est pas entré en décadence, quand le pays n'est pas est paisible et en paix. On est identitaire parce qu'il faut réagir pour défendre une identité menacée. Et il y a toujours cette hantise chez Barrès que la France peut s'effondrer d'un moment à l'autre, la France est toujours menacée. À son époque, en effet, on est proche de cette défaite de 1871, la République la plus bourgeoise et la plus plutocratique s'est installée en France, donc il a cette inquiétude systématique, Barrès. Autre influence, parce qu'il faut en parler, même si nous allons nous concentrer sur Les Déracinés et sur peut-être la vision politique, plus particulièrement de Barrès, mais je ne peux pas échapper aussi à ces racines aussi, ses premières admirations littéraires. Il se trouve que quand il est en faculté de droit à Nancy, avant de monter à Paris, il est tout jeune et il a une grande amitié pour un personnage un peu oublié aujourd'hui qui s'appelle Stanislas Guaita, qui était une sorte un peu proche de Louis Ménard, alors à la fois une forme de néo-païen, mais tenté par l'occultisme franc-maçon. C'est un personnage très fin de siècle, mais qui pour Barrès d'ailleurs écrit un très beau texte sur Stanislas de Guaita dans Amaury et Doloris Sacrum, qui fait partie de ces petits recueils délicieux de Maurice Barrès. Et Stanislas Guaita va vraiment façonner la sensibilité littéraire de Barrès, la première sensibilité, et c'est la grande littérature romantique, aussi un esprit qui va se tourner vers la littérature allemande, vers les romantiques allemands, puisque c'est vrai que Barrès parfois a cette réputation d'être un peu un auteur patriotard, alors que nous le verrons peut-être lors du débat, son rapport à l'Allemagne est plus complexe qu'on veut bien le dire. Par exemple, il est très différent de Maurras de ce point de vue-là. Y compris d'ailleurs son rapport à l'histoire allemande et à une certaine vision de l'allemande, mais on y reviendra. Et pour revenir juste à Stanislas de Guaita, après je passerai plus particulièrement aux Déracinés, c'est l'homme qui fait découvrir à Barrès, évidemment, Verlaine, surtout Baudelaire, le comte de Lille, qui lui fait relire Hugo, qui l'initie, comme je l'ai dit, à la littérature allemande. Je crois qu'il y a même des lectures de Novalis à l'époque. Et puis Barrès, ça m'a toujours étonné, parce que je pensais que, comme beaucoup de gens de sa génération, il avait été formé très profondément aux humanités. En fait, je me suis aperçu que Barrès était un homme qui avait une culture éclectique et qui, entre l'âge de 15 et 25 ans, il avait lu dans le désordre quelques poètes grecs, certes, Homère évidemment, mais aussi tout Hugo, Michelet, Edgar Quinet, une certaine littérature américaine, républicaine, qui va aussi fonder son nationalisme un peu syncrétiste, ce qui le différencie aussi de Maurras. On pourra revenir d'ailleurs sur la différence qui est importante, puisque on présente Maurras et Barrès souvent comme les deux maîtres du nationalisme français, alors qu'il y a des différences assez fondamentales. Je passe sur la première partie, j'arrive dans Les Déracinés maintenant. Les Déracinés, c'est un livre qui paraît en 1897, et il faut évidemment parler de cette période si singulière de la France. On est au tout début de l'affaire Dreyfus, on est juste après l'affaire de Panama. Donc pour toute cette génération, Barrès écrit d'ailleurs en 1897 dans ses carnets, je sens, juste donc au moment où il a commencé à rédiger les Déracinés, je sens diminuer la nationalité française, c'est-à-dire la substance qui me soutient et sans laquelle je m'évanouis. Donc il y a vraiment cette hantise de la décadence chez Barrès. Et 1897, en effet, donne tous les signes qui peuvent nous faire penser que la France, malgré les conquêtes coloniales, etc., est en mauvaise passe.
La belle époque et ses faces, en effet, ne doivent pas nous cacher la profonde décadence de ce temps où la République est installée. L'État républicain ne vit plus que des résidus de l'idéologie républicaine. Et je sais qu'il y a parfois à gauche aujourd'hui, et même à droite, certains nostalgiques de ce républicanisme, notamment chez les chevènementistes ou chez Régis Debray, de ce républicanisme des hussards noirs de la République. Pourtant, cette République telle que la décrivent un certain nombre d'auteurs, dont Barrès, radote dans ses discours et ses écoles, et n'en déplaise donc aux nostalgiques des hussards noirs, on est plus souvent du point de vue de l'idéologie républicaine, du côté de Homais que de Robespierre ou de Saint-Just. C'est vraiment la République bourgeoise, une République qui en plus a perdu son élan, on est juste après l'affaire de Panama, et sa substance. De la Révolution, et ça c'est important pour la suite, ne reste que des principes abstraits qui arrachent les Français à leur terroir. C'est aussi le grand moment où la République mène une offensive idéologique assez violente contre les cultures régionales. C'est le début du sabot en Bretagne ou en Occitanie, enfin dans les pays occitans. Vous connaissez le sabot, évidemment, qu'on mettait au cou de ces jeunes écoliers que l'instituteur avait pris en train de parler sa langue natale. Voilà, donc c'est une république vraiment très, très antipathique et qui en plus a été éclaboussée par le scandale de Panama. J'aimerais lire, il y a un très beau livre sur Barrès que je vous recommande tous, qui s'appelle Barrès par lui-même, de Jean-Marie Domnac, qui a été un peu le premier livre qu'on a écrit sur Barrès après un peu le purgatoire qu'il a subi, puisque le livre date de 53 ou 54. Et alors c'est étonnant parce que Jean-Marie Domnac à l'époque était le directeur d'Esprit, donc plutôt un homme de la gauche chrétienne, et va revenir à Barrès. Et je trouve qu'il décrit bien ce moment de décadence. Alors le monde des affaires écrase les restes de la turbulence romantique. En 1888 grandit la Tour Eiffel. L'exposition universelle de 1889 marquera l'apothéose de la prétention mécanique. Hugo est mort il y a 3 ans et nul ne l'a remplacé. La génération née de 70 arrive à l'âge militaire dans une société sans gloire, dont les maîtres aspirent à jouir tranquillement. Tous ceux qui ont quelque chose dans le cœur, une foi, une colère ou un brin de fantaisie, reculent devant ce monde niaisement sûr de lui, devant l'affairisme qui triomphe à l'abri de la République opportuniste, laïque et sorbonnarde. La jeunesse se heurte de front et cherche un itinéraire de fuite ou de conquête. Du Tonquin, Lyoté l'appelle à l'entreprise coloniale, et le sport vient de naître. Le syndicaliste s'est replié sur lui-même et n'espère plus rien de la politique. L'école impressionniste se dissout, Van Gogh et Gauguin font retraite, Rimbaud est au Harare. Verlaine traîne sa misère à Paris. Il y a une école et une revue qui se nomment les décadents. On vomit sa colère ou son dégoût comme on peut. Je trouve que c'est un portrait intéressant de l'époque et qui n'est pas sans avoir évidemment des échos actuels. Donc il y a cette tonalité quand même assez désespérée au début chez Barrès quand il commence à écrire Les Déracinés. Les Déracinés, c'est d'abord, disons-le, l'un des derniers grands romans d'apprentissage français dans la tradition des Illusions perdues de Balzac et de l'éducation sentimentale de Flaubert. Donc il faut le considérer comme ça. Même si c'est un roman à thèse, j'aimerais qu'on lise avant tout Les Déracinés de Barrès comme un des grands romans français. Et c'est d'ailleurs le moment où Barrès, après avoir fait ses essais qui ne sont pas vraiment des romans, la trilogie du culte du moi, qu'il appelait même des stations de psychothérapie, essaye de construire cette grande fresque en s'inspirant d'ailleurs, il le dit, de Balzac, de retourner au roman balzacien. Il y a 7 Lorrains dans Les Déracinés, quelques bourgeois et des gens de milieux plus modestes, Surel Lefort, pour ceux qui ont lu Les Déracinés, ces noms vont vous dire quelque chose. Surel Lefort, Saint-Philan, qui est l'aristocrate, lui l'enraciné, Romerspocher, Renardin, Racado et Mouchefrein. J'aime beaucoup citer ces noms parce que je trouve qu'ils sont attrayants. Donc voici 7 Lorrains qui vont quitter leur terre lorraine. Ils sont éduqués à Nancy par Bouteiller. Et Bouteiller, pour Barrès, c'est vraiment l'incarnation de la philosophie républicaine, kantienne, abstraite, qui considère vraiment ses élèves comme une pâte blanche dont il faut mépriser tous les attachements. Il décrit Bouteiller ainsi. Bouteiller, le grand déracinateur, dans les premières pages des Déracinés.
Bouteiller, quand il passait en revue et classifiait les systèmes, ne se plaçait pas au point de vue français, mais chaque fois au milieu du système qu'il commentait. Ainsi fit-il de ses élèves des citoyens de l'humanité, des affranchis, des initiés de la raison pure. C'est un état dont quelques hommes par siècle sont dignes. Goethe fut cela, mais auparavant, il s'était très solidement installé allemand. Quel point d'appui dans leur race Bouteiller leur a-t-il donné ? En vérité, l'affirmation puérile que la France est une glorieuse vaincue ne suffira pas à maintenir un sentiment national auquel on enlève ses assises terriennes et géniales. Cet excitateur qui prétendait pour le plus grand bien de l'État effacer les caractères individuels quitte Nancy ayant créé des individus dont il fait seul le centre et le lien. Ces lycéens frémissant dans sa main, on peut les comparer à ces ballons captifs de couleurs éclatantes et variées que le marchand par un fil léger retient, mais qui aspirent à s'envoler, à s'élever, à se disperser sans but. Le grand thème, évidemment, du roman, c'est comment, après avoir été déraciné à Bouteiller, dont Barrès d'ailleurs montre la force. C'est un homme éloquent, c'est un homme cultivé qui les initie à la philosophie allemande, à Kant, même à Schopenhauer, dont il est traducteur, puisque pour, pas la petite histoire, mais pour le livre Les Déracinés est en partie un livre autobiographique, et Bouteiller en fait a été inspiré par Burdeau, professeur Burdeau, qui était lui-même enseignant de philosophie, qui a été un des maîtres de Barrès, et dont Barrès va se détacher par la suite. Donc Les Déracinés, c'est vraiment le grand débat, c'est le débat comme son nom l'indique, sur le déracinement et surtout sur la manière dont ce déracinement va détruire des vies, notamment les vies de Racado et de Mouchefrin, qui vont finir d'ailleurs par un assassinat, parce qu'il y a un aspect policier par la suite. Il y a aussi une charge chez Barrès contre cette espèce de culture hors sol, où au fond d'ailleurs ça annonce peut-être même certains aspects sympathiques de mai 68, à certains égards, où il va dénoncer ce système universitaire, scolaire, républicain, très rationalisateur, qui s'est complètement coupé de la vie. Et donc je vais vous faire encore une citation des Déracinés. Quand ils arrivent à Paris, Barrès écrit: « Chacun d'eux porte en son âme un Lorrain mort, jeune, et désormais n'est plus qu'un individu. Ils ne se connaissent pas d'autre responsabilité qu'envers soi-même. Ils n'ont que faire de travailler pour la société française qu'ils ignorent, ou pour des groupes auxquels ne les relie aucun intérêt. Déterminés seulement par l'énergie de leur 20e année, et par ce que Bouteiller a suscité en eux de poésie, ils vaguent dans le quartier latin et dans ce bazar intellectuel, sans fil directeur, libres comme la bête dans les bois. La liberté, c'est elle qui peut les sauver. Qu'à 20 ans ils soient déracinés, ce n'est point irréparable. Ils s'orienteront pour vivre, vigoureux comme on les voit, ils peuvent supporter une transplantation. En tant qu'hommes, animaux sociables, ils aspirent à s'enrôler. Une série de tâtonnements leur permettra de trouver la position convenable aux personnages qu'ils sont devenus en cessant d'être lorrains. Quelques détours de rue leur proposera leur juste compagnon. Malheureusement, un quartier de jeunes gens ne constitue pas une cité. Il faut voir des vieillards pour comprendre qu'on mourra et que chaque jour vaut, pour mettre ainsi au point nos grandes joies, nos grands désespoirs, et pour nous dégager de ces préoccupations d'éternité où s'enlisent par exemple des jeunes gens amoureux. La fréquentation d'un commerçant, d'un industriel qui ne doit rien aux livres et qui se soumet aux choses, prémunirait un étudiant contre des vues trop professorales. Enfin, la joie d'être estimé s'apprend au spectacle d'une vie utile qui s'achève parmi des concitoyens qu'elle a servis. Dans cette vie factice des écoles, des adolescents noyés parmi des adolescents ne parviennent même pas à ce faible résultat de se grouper selon leurs analogies, les semblables avec les semblables. Le quartier latin émiette. Si des jeunes gens sont d'une espèce telle que soumis aux mêmes circonstances, ils réagissent de la même façon. Il ne suit pas qu'ils puissent former une vraie société, à défaut d'une grande passion sociale, ardeur militaire ou politique ou religieuse, qui ferait de la faculté une caserne ou une église. Il y faudrait le jeu d'intérêts divers et communs. Il y a aussi, chez Barrès, là on voit aussi une volonté d'avoir une vision organique de la nation et de la société. La nation n'est pas simplement la rencontre entre le citoyen et puis une sorte de princesse des contes assez lointaine. Il faut qu'elle soit formée justement par ces groupes d'appartenance enracinés, qu'il s'agisse d'ailleurs des terroirs ou de groupes intellectuels, même de clans. Barrès va jusqu'à faire, dans la bouche de, il fait parler à un moment donné Taine, il fait l'éloge du clan et du groupement. Et Barrès d'ailleurs note dans son carnet, et ça c'est important parce qu'il ne s'agit pas simplement de l'éloge du terroir, on n'a pas vu le double sens du mot déraciné, on a pensé qu'à déraciner des terroirs. J'ai dit qu'ils sont isolés, détachés des idées des ancêtres. Voilà, le sang ne passe plus, le sang des ancêtres ne passe plus.
Et donc les déracinés, par la suite, on va suivre ces aventures de ces 5 jeunes qui vont être confrontés évidemment à leurs ambitions, mais ces ambitions ne vont pas pouvoir être menées jusqu'à bout puisqu'ils sont démunis. Et ce qui est intéressant, c'est de voir aussi que ce déracinement, on a voulu émanciper évidemment ces gens en proposant la liberté, mais que font-ils de leur liberté? C'est une liberté desséchée en quelque sorte. Et justement, je vais refaire une citation, j'en fais beaucoup, mais elle me semble importante, parce qu'à un moment donné, il y a cette rencontre merveilleuse, puisque à cette éducation kantienne de Bouteiller, Barrès va opposer un des grands penseurs, que Maurras d'ailleurs classé comme un penseur contre-révolutionnaire, comme un des maîtres de la contre-révolution, qui est Taine. Et justement, à propos de cet aspect organique, il y a une promenade entre Romespécher, qui est une des figures de Barrès dans le livre, on a dit aussi que c'était une figure de Maurras, qui rencontre Taine, Romespécher, qui est un des personnages sans doute les plus attachants du livre, et très, très, très mature par rapport aux autres, qui se perdent parfois dans leurs errances romantiques, rencontre Taine, après un article qu'il a écrit sur les origines de la France contemporaine, et Taine s'arrête devant un arbre. Là, c'est un morceau d'anthologie de la littérature française que je vais vous lire. Taine regarde donc cet arbre, ça se passe dans le jardin des Tuileries. Combien je l'aime cet arbre, voyez le grain serré de son tronc, ses nœuds vigoureux. Je ne me lasse pas de l'admirer et de le comprendre. Pendant les mois que je passe à Paris, puisqu'il me faut un but de promenade, c'est lui que j'ai adopté. Par tous les temps, chaque jour, je le visite. Il sera l'ami et le conseiller de mes dernières années. Il me parle de tout ce que j'ai aimé, les roches pyrénéennes, les chênes d'Italie, les peintres vénitiens. Il m'eût réconcilié avec la vie si les hommes n'ajoutaient pas aux dures nécessités de leurs conditions tant d'allégresse dans la méchanceté. Sentez-vous sa biographie. Je la distingue dans son ensemble puissant et dans chacun de ses détails qui s'engendrent. Cet arbre est l'image expressive d'une belle existence. Il ignore l'immobilité. Sa jeune force créatrice, dès le début, lui fixait sa destinée et sans cesse elle se meut en lui. Puis-je dire que c'est sa force propre? Non pas, c'est l'éternelle unité, l'éternelle énigme qui se manifeste dans chaque forme. Ce fut d'abord sous le sol, dans la douce humidité, dans la nuit souterraine, que le germe devint digne de la lumière. Et la lumière alors permit que la frêle tige se développât, se fortifia d'état en état. Il n'était pas besoin qu'un maître du dehors intervînt. Le platane allègrement étageait ses membres, élançait ses branches, disposait ses feuilles d'année en année, jusqu'à sa perfection. Voyez qu'il est d'une santé pure, nulle prévalence de son tronc, de ses branches, de ses feuilles. Il est une fédération bruissante. Lui-même, il est sa loi, et il l'épanouit. Quelle bonne leçon de rhétorique et non seulement de l'art du lettré, mais aussi quel guide pour penser. Lui, le bel objet, ne nous fait pas voir une symétrie à la française, mais la logique d'une âme vivante et ses engendrements. Au terme d'une vie où j'ai tant aimé la logique, il me marque ce que j'eus peut-être de systématique et qui n'exprimait pas toujours ma décision propre, mais une influence extérieure. En éthique, surtout, je le tiens pour mon maître. Regardez-le bien. Il a eu ses empêchements, lui aussi. Voyez comme il était gêné par les ombres des bâtiments. Il a fui vers la droite, s'est orienté vers la liberté, a développé fortement ses branches en éventail sur l'avenue. Cette masse puissante de verdure obéit à une raison secrète, à la plus sublime philosophie qui est l'acceptation des nécessités de la vie. Sans se renier, sans s'abandonner, il a tiré des conditions fournies par les réalités le meilleur parti, le plus utile. Depuis les plus grandes branches jusqu'aux plus petites radicelles tout entier, il a opéré le même mouvement. Et maintenant, cet arbre qui chaque jour, avec confiance, accroissait le trésor de ses énergies, il va disparaître parce qu'il a atteint sa perfection. L'activité de la nature, sans cesser de soutenir l'espèce, ne veut pas en faire davantage pour cet individu. Mon beau platane aura vécu sa destinée et ainsi borné par les mêmes lois qui, ayant assuré sa naissance, amèneront sa mort. Il n'est pas né en un jour, il ne disparaîtra pas non plus en cet instant. Déjà en moi, des parties se défont et bientôt je m'évanouirai. Ma génération m'accompagnera. Et puis un peu plus tard viendra votre tour et celui de vos camarades. Je m'arrête sur je parlais de la conception organique que Barrès avait de son nationalisme, de son patriotisme, on l'appellera comme on veut. Mais ce qui me semble important, il faut insister là-dessus, et ce qui ne fait pas vraiment de Maurras, c'est peut-être que de ce point de vue-là, Maurras a une vision quand même souvent très classique, très politique du nationalisme. Enfin, que pour lui, la France, l'identité française, au fond, ça se réduit presque aux Capétiens, à Richelieu et à Louis XIV. C'est sans doute plus compliqué, mais je vois Maurras comme ça. Et un certain nationalisme français, à mon avis, a péché justement par ce manque d'organicité, pour être un patriotisme et un nationalisme civique.
Et je trouve étonnant d'ailleurs qu'en relisant Les Déracinés, où l'aspect organique de l'identité française est souvent rappelé par Barrès, et pas seulement d'ailleurs dans Les Déracinés, dans notamment Scènes et doctrines du nationalisme, Barrès est souvent cité comme un maître par un certain nombre de souverainistes. Et pourtant les souverainistes, évidemment, avec toutes les qualités qu'ils ont parfois ce problème avec l'identité française qu'ils ont tendance à réduire justement à une construction politique. Pour eux, la France, c'est le plébiscite de tous les jours. Mais enfin, le plébiscite de tous les jours, tout cela manque de racines. Et je pense que la figure de l'arbre, qui revient souvent dans l'œuvre de Barrès, de ce point de vue-là, est assez importante. J'aimerais parler, on peut continuer sur Les Déracinés, je ne vais pas vous faire le récit du livre, et je n'aime pas en général parler trop du récit du livre, mais moi je préférerais qu'on passe aux questions. Je ne suis pas un très bon orateur, donc on peut peut-être lancer le débat sur Barrès. Je pense vous avoir donné quelques indications, et puis je suis prêt à vous répondre évidemment. Ouais, je suis un peu de l'école Barrès s'éloigne après avoir été un fan absolu. Il y a quand même un extraordinaire contraste entre le Barrès des Déracinés qui raconte que ces jeunes gens tournent mal parce qu'ils ont perdu leur Lorraine, ce qui est une thèse. Pas seulement, parce qu'ils vont être désarticulés aussi par les extractions kantiennes. Voilà. Une sorte d'Alain. Voilà. Mais ce Barrès-là, il arrive après le prince de la jeunesse. Barrès, c'était une rockstar. Hein, je veux dire, je pourrais citer d'ailleurs tout à l'heure, tout le monde l'admire, de Léon Blum à Maurras, en passant par Jules Souris et Drummond. Il y a l'enquête menée par Massy, s'appelle comment, Ajaccio. On l'appelle le prince de la jeunesse. Hein, oui. Vraiment, il est le. Voilà. Mais moi, non, continue. Donc, mon argument, c'est sûr, ce prince de la jeunesse, il est dans l'égotisme, cultiver ses sentiments, un paganisme hallucinant. Qui continue à demeurer, puisque quand on lit par exemple La Colline inspirée, c'est tout le Barrès est déchiré entre en fait son fond païen essentiel et puis son désir, malgré tout d'intégrer l'Église catholique parce qu'il considère que c'est l'Église française. D'accord, le Barrès du culte du moi, il est ni maurassien ni catho. Oui, mais le Barrès du culte du moi, c'est parce que justement, et c'est pour ça que quand on dit égotiste, il ne faut pas confondre ça avec une sorte d'individualisme abstrait qui tournerait autour de son nombril. Barrès justement prend en sérieux son moi. Et à partir d'ailleurs du dernier tome, du moi aux racines. Du moi aux racines, c'est parce qu'il va approfondir, il va dire, mais mon moi est formé aussi par toute la série de mes ancêtres qui m'ont nourri et qui ont fait Barrès. Barrès n'est pas venu comme ça d'une génération spontanée. Et pour revenir au prince de la jeunesse, c'est que le Barrès du culte du moi, et Maurras l'explique très bien dans la citation que j'ai fait au début, le Barrès du culte du moi, c'est un homme qui justement prend au sérieux la littérature, prend au sérieux l'exploration de sa psychologie, et que la littérature au début, mais enfin quelqu'un qui après Stendhal, on a la littérature psychologique en France qui parfois avait mauvais genre, on était quand même en pleine période de naturalisme ou de décadentisme, et Barrès enfin, et par exemple pour Léon Blum notamment, pour Anatole France, qui était fou de Barrès parce qu'il dit enfin nous avons trouvé l'héritier de Stendhal. Nous avons fait toi-même un chef-d'œuvre quand même. Oui, mais fais toi-même, mais prends au sérieux toi-même, ne t'abandonne pas à tes penchants comme ça. C'est quand même déjà un maître de discipline, Barrès. Donc pour moi, je pense qu'il n'y a pas de contradiction essentielle entre le Barrès du culte du moi, ce qui va le séparer évidemment de Léon Blum, c'est l'affaire Dreyfus, mais entre le Barrès du culte du moi et le Barrès du roman de l'énergie nationale. Et il faut voir la continuité de ce point de vue-là de Barrès. Sur le rapport au catholicisme, dans le livre de Jean-Marie Domnac, il y a un très bon cahier avec des citations, notamment des cahiers que je n'avais pas, et puis des cahiers de Barrès, c'est 10 volumes, donc c'était compliqué à l'amener. Mais sur son rapport, il est très délicat, il ne veut pas mentir. Barrès, à un moment donné, il était adulé par toute la droite catholique à l'époque, jouer aux nouveaux convertis. En plus, c'était la mode après Huysmans. Il était un peu socialisant sur certains points. Ça, on pourrait revenir, parce que, voilà. Il siège à l'extrême gauche quand il est boulangiste. Mais sur son rapport au catholicisme, il n'a jamais voulu mentir, justement. Il a toujours eu une volonté de sincérité. Et je cite parce que je la trouve importante, cet extrait des cahiers. Ceux que je combats professent l'appréciation des choses par la raison et non par les habitudes. Mais il ne faut pas qu'on me veuille placer où mon esprit ne se place pas. Je me dégraderai.
Je suis un être sincère et je ne veux pas que mon sentiment, mes idées, mon rôle de soldat me donnent un trop beau rang de catholique dans les cérémonies ou réunions catholiques, car je sais l'incomplet d'une conviction qui ne se double pas de la pratique. On me remercie, mais que je ne reçoive pas, que je ne paraisse pas accepter des remerciements par surprise. Dans de telles questions, dans les choses de la religion, il faut le sérieux de la pensée, la netteté de l'attitude, d'abord une sincérité entière envers soi-même, et puis une franchise absolue avec les croyants comme avec les incroyants. Position nette, c'est mon honneur. Je suis un défenseur de l'Église, cela très nettement. Mais il ne faut pas que leur reconnaissance, leur désir de m'adjoindre à eux, leur indulgence et mon propre désir de répondre à leur bienveillance m'amènent à une tromperie indigne d'eux et de moi et altèrent la sincérité de mon caractère et de ma figure. Je trouve que c'est un passage merveilleux, puisque combien de catholiques ou de prétendus catholiques auraient fait pour des raisons de carrière de grandes déclarations de conversion. Catholique et probablement pas chrétien. Catholique et probablement pas chrétien. Alors, je suis désolé, avec Barrès, on a envie de faire toujours des citations parce que c'est quand même un écrivain merveilleux. Et alors, j'ai trouvé ça justement sur son rapport à la Lorraine et peut-être aussi à sa spiritualité barésienne, si on peut parler de spiritualité barésienne. Parce qu'il y a chez Barrès aussi, le prochain colloque de l'Iliade est consacré à l'écologie, à la nature. Il y a chez Barrès ce rapport très fort aussi à sa terre, mais à la nature, aux arbres, à la forêt, etc. Et la colline inspirée, on dira un mot de la colline inspirée, qui à mon avis est un de ses plus grands romans. Combien de fois au hasard d'une heureuse et profonde... Donc ça c'est tiré d'un livre qui s'appelle Le mystère en pleine lumière, qui est un recueil posthume, où il a réuni un certain nombre de textes épars qu'il avait publiés en revue. Combien de fois au hasard d'une heureuse et profonde journée n'avons-nous pas rencontré la lisière d'un bois, un sommet, une source, une simple prairie qui nous commandait de faire taire nos pensées et d'écouter plus profond que notre cœur. Silence, les dieux sont ici. Ces influences longuement soutenues produisent d'elles-mêmes des vies rythmées et vigoureuses, franches et nobles comme des poèmes. Il semble que chargés d'une mission spéciale, ces terres doivent intervenir d'une manière irrégulière et selon les circonstances pour former des êtres supérieurs et favoriser les autres idées morales. Ça, c'est la nature comme socle. Voilà, donc, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions, peut-être sur le... Je ne sais pas, sur vous parlez du socialiste de Barrès. À la période Boulanger, il est à certains égards socialement très à gauche. Il est socialiste et national. Le boulangisme, on pourra en reparler, mais le boulangisme est un mouvement qui réunit à la fois en effet des bonapartistes, des rescapés de la Commune, quelques légitimistes. On est devant ce que je disais quand je parlais de la République de 1897, enfin de cette installation de la République opportuniste. Donc c'est une réaction populiste qui malheureusement va être vouée à l'échec à cause d'un homme, malheureusement à droite, souvent la médiocrité du chef, et c'est peut-être la limite du populisme. C'est peut-être la limite du populisme. Ils vont se retrouver perdus. Alors le grand texte de Barrès sur le boulangisme, c'est dans leur figure. Avec chez Barrès, il faut bien le dire, une forme il aime la guerre civile, Barrès. Le Barrès, c'est pour ça que le Barrès du culte du moi, le Barrès qui a parfois des accents nietzschéens, se retrouve aussi dans son combat, boulangiste, dans un très beau livre qui s'appelle Du sang, de la volupté et de la mort. Il fait même un éloge de la haine comme une sorte d'alcool fort qui permet de... c'est le côté fouetter ses sensations, etc. Voilà, mais il y a un vitalisme, évident chez Barrès. Oui, Jean-Yves. J'ai une toute petite réserve sur un aspect de son caractère par rapport à ce qu'il a écrit. Quand la guerre de 14 a éclaté, il a déclaré « Je m'engage à faire un éditorial par jour pendant la durée de la guerre ». Je pense que c'est assez dur de faire un éditorial tous les jours. Chronique de la Grande Guerre, 15 volumes. Mais est-ce que c'est complètement à l'échelle par rapport à ce qu'il avait dit, même s'il avait 52 ans, donc effectivement, mais il y a quand même beaucoup de députés qui se sont engagés. Il y en a 17 qui sont morts, dont d'ailleurs un ancien boulangiste écrivain qui est mort au Bois des Corps. Donc, voilà. Déjà, il a 52 ans. Oui. Barrès était un homme d'une constitution très fragile. Il aurait, de toute façon, je pense qu'il n'a pas pu faire la guerre. Son fils
il y a eu des choses ignobles au moment de la guerre de 14, notamment de certains milieux ultra-pacifistes, où ils disaient mais le fils de Barrès a été placé au ministère de la Défense, ce qui est entièrement faux. Hein. Le fils de Barrès est monté au front, Philippe Barrès, et a été d'ailleurs blessé. Donc ça, il faut arrêter, parce qu'il y a un mythe aussi, à cause de Romain Rolland, on appelle souvent Barrès le rossignol des carnages. Et quand on lit, alors moi j'ai pas lu les chroniques de la Grande Guerre, mais j'en ai vu des extraits dans des biographies de Barrès, on voit que c'est un homme qui tout d'un coup veut être au service. Hein. Il y a quelque chose de, pas de sacrificiel, parce qu'écrire un éditorial, c'est pas le sacrifice de son corps, mais il y a quelque chose quand même chez lui de dire je vais me mettre au service. Là, il devient vraiment l'écrivain engagé, pas toujours de la meilleure manière d'ailleurs qu'il soit. Étonnamment, ce que j'ai découvert aussi, puisque la mode est au féminisme, et Barrès, j'ai découvert ça, Barrès en 1915 donne une conférence à l'Institut catholique de Paris devant les veuves de guerre catholiques, où il déclare qu'il prend position pour le vote des femmes. En 1915, bon, c'est une chose qui était quand même assez précurseur à l'époque. Ce qui s'expliquait d'ailleurs tout à fait, puisque les femmes qui avaient souffert de la mort de leur mari, les veuves, devaient participer à la vie publique. Puis il y a des personnages féminins très forts et très... Oui, alors il y a notamment dans le culte du mois, il y a le Bérénice à la femme, et puis il y a quand même cette merveilleuse page érotique que je n'ai pas citée parce que ce n'est pas tout à fait le sujet, avec ce personnage d'Astiné Avarian qui est à la fois l'initiatrice et en même temps la tentation, puisque c'est une Arménienne, et Sturel, le jeune Lorrain. Voilà, on sent qu'il a peur. De la volupté de la mort, il y a oui, ça c'est le côté, ça, il y a des pages très sensuelles, mais il y a fond là chez Barrès. Voilà. D'autres remarques ou... Sinon, on va prendre un petit verre. Je peux prêt, juste peut-être avant de conclure, te remercier évidemment et puis dire donc pour ceux qui veulent entrer dans l'œuvre de Barrès, probablement les Déracinés sont le meilleur point d'entrée. Moi je dirais tout, mais les Déracinés c'est le roman disons le plus. Moi c'est la colline inspirée que je préfère pour ma part. C'est un grand roman justement assez pagano-chrétien en quelque sorte à certains égards, et les Déracinés évidemment. Enfin toute la trilogie du roman de l'énergie nationale, qui est à mon avis un des grands romans d'apprentissage français, hein, qu'il faut en effet inscrire dans la tradition à la fois de Balzac, de L'Île perdue et de Flaubert, qui est un livre d'ailleurs alors moi je trouve que c'est malgré ça la petite réserve que j'aurais, qui est un merveilleux livre, il y a des morceaux de Brageot, mais qui est parfois un peu mal construit dans le sens où les personnages sont abandonnés pour faire place à des discours parfois un peu rhétoriques, et puis certains personnages qui sont plus des figures que véritablement incarnés. Mais bon, ça c'est un avis personnel. Très bien, merci beaucoup. Merci à vous. Évidemment quelques ouvrages.